Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Afrique, dans tous ses états, l'émission qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Mesdames et messieurs, on donne la parole à nos téléspectateurs, ceux qui sont placés au cœur de nos débats. Alors, vous le savez, nous sillonnons les réseaux sociaux, Internet, afin d'aller dénicher les sujets dont vous souhaitez qu'on parle ici sur le plateau. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets. AES, CEDEAO, un divorce reporté, peut-être voire même annulé, bonne question. Côte d'Ivoire, Billon-Thiam, une guerre est-elle déclarée? On en parle ici sur le plateau. Et enfin, Air France AES, une réconciliation est-elle possible? Voilà les 3 sujets du jour que nous allons aborder avec notre téléspectateur qui est avec nous sur le plateau de l'émission, à savoir Brahima Sidibé. Bienvenue à vous, vous êtes doctorant et bien sûr téléspectateur. Oui, bonjour Achata, bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau et en face de vous, vous avez bien sûr les chroniqueurs qui vont planter le décor de chaque thématique. On va commencer avec vous, Baba Dem, vous êtes journaliste. Merci, en tout cas, toujours un plaisir d'être là et merci aux téléspectateurs, aux spectateurs, followers et commentateurs. Et commentateurs, il insiste sur le commentateur, on lit tous vos commentaires, continuez, même si ça pique, ce n'est pas grave, continuez, piquez-nous, on aime ça. N'est-ce pas Brahima? Tout à fait. Exactement. On continue avec Cyril Bandoukoulata, bienvenue à vous, vous êtes président, en tout cas fondateur de la plateforme Les Hyperconscients. Effectivement, pas président, fondateur de la plateforme Les Hyperconscients. Et merci à Aïssatou, toujours un plaisir d'être là pour décrypter l'actu africaine de la semaine. Il n'y a pas eu d'élection au sein de Les Hyperconscients? Il n'y a pas eu d'élection. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, les chroniqueurs, l'équipe et notre téléspectateur. Et on va aussi donner la parole aux téléspectateurs qui ne peuvent pas se déplacer sur le plateau. Ils nous envoient des vidéos, on regarde et puis on revient. Bonjour, je m'appelle Balaam. Je suis très heureux de partager mon expérience positive avec l'émission L'Afrique dans tous ses états. Cette émission apporte en effet quelque chose d'ultra positif, puisqu'elle permet à des gens comme moi, nés en France, de rester en lien et connectés avec une Afrique innovante et rayonnante, qui regorge de talent, qui regorge de créativité et d'innovation. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci pour cette joie et cette bonne humeur que vous apportez aussi. Et donc, je vous souhaite une belle continuation et restez sur les antennes puisque vous nous inspirez et continuez à nous inspirer. Allez, à bientôt. Bonjour à tous. J'aimerais remercier, avant de dire quoi que ce soit, l'émission L'Afrique dans tous ses sens, de nous donner la parole. Je n'ai pas le monopole du bon sens, mais je pense qu'il est important pour nous autres Africains de faire attention aux termes qu'on emploie pour évoquer nos dirigeants. Il y a un terme comme ça qui vient dans ma tête, c'est le terme junte, qui est un terme à connotation péjorative, qui est employé très souvent par les médias pour discréditer nos dirigeants africains. Certains de ces dirigeants que l'on qualifie de juntes se battent avec leur cerveau, avec leur cœur, pour le développement, l'épanouissement de nos populations qui ont trop été longtemps matées par des acteurs d'un ancien système qui étaient là depuis très longtemps et qui s'enrichissaient au détriment des populations africaines. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler de l'émission L'Afrique dans tous ses états sur Vox Africa. Ce programme qui aborde des sujets qui sont très passionnants et très intéressants relatifs à la CEDEAO et à l'évolution de l'Afrique. J'aime bien le concept parce qu'il me permet de mieux comprendre les défis et les opportunités qui s'offrent à nous et en Afrique. Bonjour, je m'appelle Onkina Reine-Chandrel. J'apprécie vraiment le concept de votre émission. J'en apprends beaucoup sur divers sujets d'Afrique et j'espère avoir un jour l'opportunité de participer à une de votre émissions et de donner mon avis. Merci à tous pour vos vidéos. N'hésitez pas, si vous avez un commentaire, un avis, une suggestion, envoyez-nous la vidéo. On diffusera ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Allez, rentrons dans le vif du sujet. AES, CEDEAO, un divorce reporté ou peut-être annulé. Allez, on regarde la vidéo et puis on revient. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a acté dimanche un calendrier de sortie pour 3 nations frappées par des coups d'État. Près d'1 an de médiation n'ont pas suffi à faire revenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso sur leur décision de quitter l'organisation. Les 3 pays avaient annoncé en janvier leur retrait de la CEDEAO après les sanctions et l'incapacité du bloc à résoudre leur crise sécuritaire persistante. Une sortie amère selon le président de la commission de l'organisation. Excellencies,
Excellences, bien que le départ imminent du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la CEDEAO soit décourageant, nous saluons les efforts de médiation en cours menés par leurs excellences, le président Faure Gnassingbé du Togo et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. L'un des principaux avantages d'être membre de la CEDEAO est la libre circulation entre les États membres. De retour sur le plateau, alors Baba Deme, je vous donne la parole, plantez-nous le décor. Oui, absolument. Donc le sommet de la communauté africaine des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenu le 15 décembre 2024 à Abuja et a marqué un tournant décisif dans les relations entre l'AES et la CEDEAO. Donc voici les 3 principaux points à retenir de cette rencontre. Premier point, le retrait officiel des pays de l'AES. Les chefs de l'État de la CEDEAO ont enfin acté le retrait officiel des 3 pays de l'AES qui sera effectif à partir du 29 janvier 2025. Ce retrait, bien que déjà considéré comme irréversible par les pays concernés depuis 1 an déjà, a été formalisé avec l'établissement d'une période de transition de 6 mois qui s'étend du 29 janvier au 29 juillet 2025. Alors cette période vise à organiser les modalités pratiques de ce départ tout en maintenant un dialogue ouvert pour éventuellement réintégrer ces pays dans l'organisation. Deuxième point, la médiation et les dialogues sont toujours en cours. Alors le sommet a également souligné l'importance des efforts de médiation, notamment par le Sénégal et le Togo, pour tenter de ramener les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Le président Diomaye Faye, le président du Sénégal, a insisté sur la nécessité d'un rapprochement des positions et d'une réconciliation entre les parties prenantes. Les médiateurs espèrent qu'un dialogue constructif pourra atténuer les tensions et favoriser une éventuelle réintégration. Et troisième point, les conséquences économiques et sécuritaires. Le retrait des pays de l'AES soulève d'importantes préoccupations économiques et sécuritaires. En premier lieu, la libre circulation des personnes et des biens. Un acquis majeur de la CEDEAO pourrait être menacé, affectant gravement les échanges commerciaux dans la région. De plus, dans un contexte où la lutte contre le terrorisme est cruciale, l'absence de ces pays pourrait affaiblir les capacités régionales à faire face à cette menace, alors que de son côté, les pays de l'AES ont réaffirmé leur volonté de maintenir des frontières ouvertes aux ressortissants de la CEDEAO, préservant ainsi un espace de libre circulation. Cette décision témoigne d'un désir de maintenir des liens économiques et humains malgré la rupture politique. En conclusion, bien que le sommet ait permis d'établir un cadre pour le retrait des pays de l'AES, il laisse entrevoir un avenir incertain pour la CEDEAO. Merci beaucoup Baba pour cet état des lieux. Alors juste quand même pour rappeler, on rappelle pour nos téléspectateurs pourquoi les pays de l'AES ont quitté. Moi j'ai 4 raisons principales. On l'a dit, une dépendance envers les puissances. Ils considèrent que la CEDEAO a une certaine dépendance envers les puissances occidentales, notamment la France, c'est dit et redit. Une faible prise en compte des réalités sécuritaires et politiques spécifiques des États sahéliens. Voilà pourquoi ils ont quitté la CEDEAO, donc ces pays de l'AES. Des sanctions économiques jugées injustes et déstabilisantes, notamment après les coups d'État militaires. Et enfin, une priorisation des intérêts des grandes économies de la région, à savoir le Nigeria et la Côte d'Ivoire, au détriment des pays sahéliens en difficulté. Voilà à peu près les principales raisons de ces pays de l'AES pour leur départ de la CEDEAO. Alors, je vais lire un commentaire des téléspectateurs et je vous donne tout de suite la parole à vous, Brahima Sidibé. Alors, commentaire de Coco Roger qui dit « Jusqu'à preuve du contraire, les pays de l'AES assument leur choix de retrait définitif de la CEDEAO. C'est plutôt la CEDEAO qui refuse d'entendre raison et qui vient de donner encore 6 mois de médiation au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour les dissuader de sortir. Pourquoi ces 6 mois supplémentaires selon vous ?» Alors, pourquoi ces 6 mois? Vous posez la question, est-ce qu'il s'agissait d'un divorce reporté ou annulé? Moi, je parlais plutôt d'un divorce retardé. Parce qu'en réalité, je ne pense pas que les 6 mois vont servir à changer d'avis les chefs d'État de l'AES, parce qu'ils ont été très catégoriques là-dessus et ils ont rappelé lors de la dernière rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'AES en disant que c'est une décision irréversible. À mon avis, moi, j'analyserais plutôt comme une forme de se voiler la face. Parce que vous savez, en 2025, la CEDEAO va fêter ses 50 ans d'existence, au mois de mai précisément.
Et donc, le fait de donner ces 6 mois, ça couvre justement ce délai-là. Et à ce moment-là, on dira toujours que la CEDEAO est composée de 15 membres au lieu de 12, même si, à partir de... Donc, pour moi je l'analyse plutôt un peu comme ça. Parce donc, pour réalité, vous, la CEDEAO souhaite que les pays de l'AES fassent partie de la fête d'anniversaire de la CEDEAO. Certainement, ils ne feront pas partie de la fête. Ça, c'est sûr. Je ne pense pas qu'ils vont faire les déplacements à Abuja, ce n'est pas ça le sujet. Mais en termes d'opinion publique et en termes de prestige, ils diront toujours qu'on est 15. On n'est pas 12, on est 15. On est 12, on est 15 et ça fait 50 ans qu'on existe. Sauf qu'on est 12 en fait, en réalité, au fond. Donc, moi, je n'ai plutôt à ce sens-là. Et n'oublions pas aussi que c'était d'ailleurs une proposition qui a été faite par le Parlement de la CEDEAO et qui a été reprise par le médiateur, à savoir le président du Sénégal et du Togo. Mais en réalité, je ne pense pas que ça va servir. Et l'autre point aussi, je pense qu'on va revenir au cours de l'émission, c'est le fait que désormais, le divorce est acté et quid de la libre circulation des personnes et des biens. À ce niveau-là, on voit que l'AES a tendu un piège à la CEDEAO, en décidant de ne pas imposer des visas aux ressortissants de la CEDEAO. Très intéressant, et pour le coup, on va voir la réaction de la CEDEAO. Est-ce qu'ils ont-ils répondu? Vont-ils faire exactement la même chose? Bonne question. Alors, je vous pose la question à vous deux, notamment à vous, Cyril. Oui, pourquoi 6 mois supplémentaires au pays de l'AES? Pourquoi 6 mois supplémentaires? En soi, je refuse de m'inscrire un petit peu dans la logique symbolique des 50 ans, ainsi de suite, parce que je pense que dans le fond, ça ne change pas nécessairement grand-chose. Si ces 6 mois supplémentaires, donc cette période de transition jusqu'au 29 juillet 2025 a été avancée, suggérée, c'est principalement pour 2 raisons. À savoir sur le fait que la CEDEAO compte quand même sur le rôle plus ou moins stratégique que le Togo et le Sénégal a jusque-là endossé pour éventuellement trouver une espèce de compromis. Pas nécessairement pour que ces pays reviennent sur leurs décisions, mais pour véritablement négocier, encore une fois, sur un certain nombre de points d'entente. Donc vous considérez que la CEDEAO ne pense pas que Diomaye Faye et le président du Togo puissent ramener les membres de l'AES dans la CEDEAO? Personnellement, je ne pense pas. Au vu de l'aspect un petit peu catégorique que les pays de l'AES semblent plus ou moins adopter, ce sera vraiment difficile pour ces pays de revenir sur leurs décisions, donc je n'y crois pas nécessairement. Donc ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point sur la raison de cette prolongation, c'est simplement parce qu'au sein même de la CEDEAO, on va avoir 2 postures entre des pays qui vont plus ou moins essayer de pousser pour une approche un peu plus flexible vis-à-vis des pays de l'AES et d'autres pays qui se placent davantage dans une position divorce à la carte que l'AES semble vouloir poser. Donc je pense que c'est principalement ça les 2 points de prolongation. Pour vous, alors finalement, à quoi sert le président sénégalais dans cette médiation? Est-ce que c'est juste trouver des accords nécessaires pour qu'ils puissent cohabiter ensemble, ou une véritable volonté de faire revenir les pays de l'Est dans la CEDEAO? C'est plutôt le deuxième point, c'est vraiment une envie de collaborer ensemble. D'ailleurs, depuis qu'il est devenu, ou il a été désigné médiateur, dans toutes ses sorties publiques, il parle des 2 entités, des 2 organisations, AES et CEDEAO, et la manière de collaborer ensemble. Ensuite, les 6 mois, je pense qu'ils ont pris les 6 mois pour ne pas avoir une rupture brutale. Et en termes de négociation, il faut toujours avoir ce canal de communication, même si nous sommes dans un antagonisme très marqué. Et autre chose, je dirais que je trouve que la CEDEAO, dans leur mode de fonctionnement, ils ont l'habitude de vouloir gagner à chaque fois du temps. Quand on avait dit que c'était irréversible, ça date d'il y a 1 an, en disant avec effet immédiat, mais quand même on laisse 1 an en disant que c'est la charte. C'est dans les textes. C'est dans les textes, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de gagner du temps, et quelque part, dans les couloirs de la CEDEAO, en tout cas dans les couloirs du sommet, il y en a qui disaient, entre-temps, il se peut que le pouvoir change, c'est une histoire de politique. Ceux qui ont été entendus dans les couloirs de la CEDEAO pour essayer de gagner du temps. Moi, je pense que par rapport au président Diomaye Faye, et dernière chose, c'est que le président Touré, en tout cas de la commission, lorsqu'il avait lu son communiqué, en deuxième partie, il a dit « Nous sommes très satisfaits des avancées
de la médiation et nous envisageons de continuer avec nos 2 médiateurs. Mais c'est pour ça que c'est étonnant, on aurait bien voulu savoir quelles sont les avancées, parce que pour le coup, exactement. on ne les voit pas trop, on a du mal à les nommer. Et beaucoup disent, en tout cas même la CEDEAO le dit, je pense ouvertement, à savoir qu'il faut organiser, parce qu'encore une fois, ce sont des pays qui ont participé à la création de la CEDEAO, où il y a des agents de la CEDEAO dans divers pays, il y a des projets en commun, etc. Donc il y a aussi cette partie logistique, entre guillemets, à régler. Voilà, est-ce que c'est un argument nécessaire qui valide les 6 mois où il y a vraiment cette volonté de se dire on va trouver un accord, on va travailler ensemble. La CEDEAO, peut-être que l'AES a dit non, mais il y a possibilité, grâce à nos interlocuteurs, grâce à nos intermédiaires, de trouver comment l'AES va pouvoir s'imbriquer, on va pouvoir collaborer avec la CEDEAO et éviter que la région se disloque. Non, en réalité, je ne pense pas que ni le président Diomaye Faye du Sénégal, ni le président Faure du Togo soit assez fort pour faire revenir l'AES au sein de la CEDEAO en réalité. Mais le seul point sur lequel on peut effectivement être d'accord, c'est que le délai de 6 mois permet effectivement d'ouvrir un canal de discussion, quitte à ce que les divorces se passent à l'amiable finalement. Parce que n'oublions pas, là on parle au niveau politique, au sommet, mais au fond, au sein des populations, ce sont des populations qui sont imbriquées les unes dans les autres. On est face à des frontières qui sont plus ou moins poreuses, tout ça. Et je pense que ni l'AES ni la CEDEAO n'a intérêt à ce que le divorce se fasse dans des conditions difficiles, parce qu'en réalité, ça aura des répercussions de part et d'autre. Donc, effectivement, le délai de 6 mois peut servir à cela, mais fondamentalement, aussi longtemps que le président du Mali, Assimi Goïta, du Niger, Tchani, du Burkina, Traoré seront en place, je ne pense pas qu'on va revenir à un changement de paradigme. Et à ce niveau-là, effectivement, il y en a peut-être qui peuvent, au sein de la CEDEAO, espérer finalement un changement de régime dans l'un des 3 pays. Mais sauf que, à regarder les dynamiques qui sont en cours, je ne pense pas. Parce que le seul pays qui est peut-être proche d'organiser des élections au sein de l'AES, c'est peut-être le Mali. Et même si c'est le Mali, moi je crois plutôt au scénario tchadien, c'est-à-dire que Assimi sera candidat, si le candidat il va gagner. Et donc pour vous, quoi qu'il en soit, les têtes vont rester et la vie ne va pas changer. La vie ne va pas changer. Moi j'aimerais revenir sur un élément qui a été dit. Il faut quand même pouvoir avouer que la politique s'inscrit toujours sur un temps, autant pour moi, relativement long. Là, ce qui s'est déjà passé nous fait quand même avancer. C'est vrai que, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que ça avance pas nécessairement vite, mais le fait que les pays de la CEDEAO ont quand même acté ce départ de l'AES prouve quand même que les choses avancent quand même. Maintenant, pourquoi ce délai de 6-7 mois supplémentaires ? Il faut aussi quand même avouer que ce n'est pas nécessairement facile. Il y a quand même un flou qui persiste toujours. On a tout ce qui concerne la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux reste quand même à définir. Donc, on ose espérer qu'en 6-7 mois de temps, ça va quand même permettre de donner assez de temps pour vraiment définir tous ces éléments logistiques comme ça a été mentionné. Puis également des fonctionnaires internationaux qui sont issus du Mali, du Burkina, etc., qui sont également intégrés de facto dans l'organe de un an ne CEDEAO. suffisait pas pour régler ces questions-là, Cyril. Bon, encore une fois, oui. La politique s'inscrit sur un temps long. Ce serait plutôt ça ma position par rapport à ça. Dans tous les cas, il s'agit qu'une période de transition. Rien n'est acté. Je pense quand même qu'il sera difficile pour l'AES de revenir au sein de la CEDEAO. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver un certain nombre de conditions de facilitation. On va lire un commentaire, si vous me permettez. Tu crois que tu crois que dans cette histoire qui perd, si la CEDEAO prend des mesures de visa ou carte de séjour contre l'AES, il y a des pays même au sein de la CEDEAO qui ne vont pas les appliquer. C'est dire que la CEDEAO va se désintégrer toute seule. Effectivement, il y a une mesure qui a été dite, je crois un jour avant donc, le sommet de la CEDEAO, à savoir que les pays de l'AES ne demanderaient en aucun cas un visa aux pays membres de la CEDEAO pour rentrer dans leur pays, sauf bien sûr pour des cas particuliers, mais en tout cas, les frontières restent ouvertes entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Donc, vous dites que c'était presque un piège je pense qui a été que l'AES a tendu un piège à la CEDEAO et je suis sûr que la CEDEAO risque de tomber dans le piège parce qu'en réalité, ce n'est pas fortuit que ce sommet entre ministres des Affaires étrangères de l'AES s'est tenu seulement un jour avant le sommet de la CEDEAO parce qu'il s'agissait d'un sommet ordinaire, c'est-à-dire qu'on connaissait la date à l'avance, donc on a programmé justement pour prendre ces mesures-là et obliger d'une certaine manière la CEDEAO à aller dans le même sens parce qu'il y a le principe de réciprocité, c'est-à-dire que si l'AES a décidé de ne pas imposer des visas
visas, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO déciderait d'imposer les visas. Mais il pourrait, mais en réalité, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Et je suis assez d'accord en disant aussi qu'il y a deux tendances au sein de la CEDEAO elle-même. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont favorables à l'AES, il y en a qui sont plus ou moins durs. Il y a les faucons qui sont plus ou moins durs, mais en réalité, connaissant les frontières poreuses de part et d'autre, je pense que c'est dans l'intérêt de la CEDEAO aussi d'imposer des visas. Et c'est là que le constat que je fais aussi, c'est que finalement, l'AES profite, entre guillemets, des avantages économiques de la CEDEAO tout en se débarrassant de contraintes politiques finalement. Est-ce que ce n'est pas problématique cela, à savoir on prend ce qu'on veut et finalement on met de côté ce qu'on veut, après, on prend un peu de la CEDEAO. On peut analyser de plusieurs manières, mais ça qui est analyse telle que ça l'arrange, c'est aussi ça les relations internationales. Effectivement, et puis surtout cet exemple un petit peu de choix à la carte a déjà été vu au-delà même de l'Afrique. Je pense que pendant très longtemps, avant le Brexit, la Grande-Bretagne avait un petit peu ce rôle un petit peu hybride où en soi ils prenaient ce qu'ils voulaient de l'Union européenne et gardaient ce qu'ils voulaient un petit peu de son territoire. Donc il y a déjà eu un certain nombre de cas de figure où on a vu un certain nombre d'exceptions vis-à-vis de certaines organisations supranationales. Ouais. Mais je suis d'accord par rapport au piège, hein. On peut être d'accord avec vous parce que finalement aujourd'hui l'AES a le bon rôle, à savoir en disant la CEDEAO, le peuple de la CEDEAO, on vous aime, vous êtes avec nous, on est tous frères et sœurs. Et si demain la CEDEAO décide d'imposer donc des visas, qui sera vu comme un méchant, et ben forcément la CEDEAO, on va dire, c'est eux qui désintègrent. Et surtout qu'on a toujours reproché à la CEDEAO d'être une organisation, et sinon un syndicat de chefs d'État, plutôt qu'une organisation de peuple. Effectivement. Ils n'ont même pas le choix. Et en ce sens-là, on voit qu'au sein de l'AES, finalement, on est en train de faire le contre-exemple, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur le peuple. Et je vous donne un exemple concret. Quand vous regardez dans les journaux télévisés des 3 pays, il y a une partie AES qu'on couvre dans les 3 pays, c'est-à-dire qu'on couvre l'actualité des 2 autres pays, dans chacun des pays, etc. Donc, c'est finalement une envie de donner l'impression aux populations dans ces pays-là d'appartenir au même pays, finalement. Et donc, je pense que tous ces exemples, finalement, jouent contre la CEDEAO, en tout cas au sein de l'opinion publique, et la CEDEAO n'a certainement pas intérêt à imposer des visas. Et puis le point fort en communication de la CEDEAO, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Or là, c'est l'AES qui est en train de dire, nous, l'AES, nous favorisons la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a une dernière chose qui a été mise, bon, c'est vraiment CEDEAO, AES, mais lors du sommet, il y a eu quand même d'autres mesures qui ont été faites par les sommets des chefs d'État et ils sont revenus sur le mot tolérance zéro envers tout pouvoir obtenu de manière anticonstitutionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait savoir anticonstitutionnel? Est-ce que ça va être aussi ceux qui revoient la Constitution, etc. Autre chose, la Guinée, faisant partie de la CEDEAO, ils ont décidé d'accompagner la Guinée dans la voie de la transition. Et dernière chose, c'est l'ECO. Ils sont en train d'accélérer la mise en place de nouvelle l'ECO. Monnaie. Peut-être des mesures pour essayer d'attirer les gens de l'AES, mais bon. Peut-être, en tout cas, c'est intéressant, effectivement. Peut-être que cela va séduire les pays de l'AES et les faire revenir au sein de la CEDEAO. Bonne question. Après, pour revenir et pour finir, le point économique, il est aussi important. C'est-à-dire que, on le sait, les pays de l'AES, ce ne sont pas les principaux partenaires économiques. Hein. Les pays de l'AES, par exemple, le Mali travaille plus avec des membres de la CEDEAO, à savoir le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, le Burkina avec le Burkina, ça va encore, à la rigueur, le Mali et le Niger, mais par exemple le Niger travaille beaucoup avec le Ghana, avec le Nigeria, etc. Donc il est stratégique et voire primordial pour les pays de l'AES de laisser la porte ouverte finalement aux gens, aux pays de la CEDEAO, parce que c'est avec eux qu'ils commercent le plus. Donc effectivement c'est un piège, mais un piège réfléchi, visé et dans l'intérêt des pays de l'AES. Pour finir avec un dernier commentaire, ils ont décidé de partir après la patience de la CEDEAO. Cependant, il doit exister de demi-départ. Alors, qu'attendent-ils de quitter l'UEMOA et l'UA, qui sont également manipulés par les Européens? Qu'attendent-ils de rejoindre les BRICS? Bonne question, Brahima. Oui, alors ça c'est un peu des commentaires, je trouve un peu assez durs vis-à-vis de l'AES, parce qu'en réalité, n'oublions pas, avant la création même de l'AES, on avait quand même un exemple, c'est-à-dire de pays qui sont membres de la CEDEAO, mais qui ne sont pas membres de l'UEMOA, par exemple, c'est la Guinée, donc on connaît tous. Et donc finalement, je ne pense pas que le fait Après, je suis assez d'accord que
tous les reproches qu'on fait à la CEDEAO ne sont pas justes. On ne peut pas dire que la CEDEAO est totalement manipulée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des faits qui peuvent quand même laisser croire à ceux qu'au niveau politique, il y avait une certaine ingérence. Ça, on l'a constaté à partir de 2020, quand il y a eu des sanctions, etc. Tout ça, ça c'est vrai, mais ce n'est pas dans tous les aspects. Mais le fait que le pays de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO compte tenu de ces faits politiques-là, je pense qu'on doit l'entendre également. Et d'ailleurs, on l'a dit, on vient d'évoquer, peut-être que c'est aussi une manière pour la CEDEAO de se réinventer. Peut-être que c'est une manière aussi pour la CEDEAO de revoir ses failles. Mais bien sûr, ça a été dit et redit, c'est très bénéfique en fait ce qui s'est passé entre l'AES et la CEDEAO. Ces pays-là ils vont permettre à la CEDEAO de se refaire, de renaître entre guillemets de ses cendres. Mais pour le coup, moi je reprends encore une fois le commentaire du téléspectateur qui s'appelle Bass Abal. C'est vrai, c'est-à-dire que quand on pointe du doigt la CEDEAO en disant que c'est un instrument des Occidentaux, l'UEMOA, c'est quand même le franc CFA. L'Union africaine, on peut se dire un peu la même chose. Pour le coup, qu'attendent-ils pour quitter ces institutions-là ? Une réponse simple. Rome ne s'est pas construite en un jour. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps également. En tout cas, ils ont pour objectif aussi de battre leur propre monnaie. Mais qui lui dit d'ailleurs qu'ils ne sont pas dans cette stratégie ? Il ne faut pas tout dévoiler au niveau public, mais c'est possible. Et qu'est-ce qu'il va nous dire après si ils actent pourquoi ils sont encore dans l'Union africaine L'ONU peut-être. Pour le coup, tout le monde est instrumentalisé, on est d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette première partie d'émission AES-CEDEAO. Un divorce, pour le coup, juste retardé selon Brahima Sidibé. On continue avec le deuxième sujet. Billon-Thiam, la guerre est déclarée au sein du PDCI RDA. Bonne question. On regarde la vidéo et puis on revient. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Il y a 120, 140 personnes, j'ai été major. Je suis ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City à Londres, j'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Mais le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif. Postes que j'ai occupé dans ma carrière, je les ai eus au mérite. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui ? La compétition de qui ? N'aie pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI, qui souhaitent être candidats à la convention, à venir m'affronter et je les battrai. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs, on aborde ce sujet, destination la Côte d'Ivoire. On t'écoute pour planter le décor. Effectivement, donc destination la Côte d'Ivoire où le PDCI, qui a été fondé en 1946, joue toujours un rôle central dans le processus un petit peu électoral, malgré un certain nombre de défaites qu'elle a été amenée à essuyer depuis bientôt 30 ans à chaque élection. PDCI, qui est donc le parti qui a donc été fondé par le président Houphouët-Boigny et qui a donc été le moteur de l'indépendance en 1960. Seulement, ce parti a largement été affaibli de fait de scission et de défaites électorales, comme je l'ai dit en amont, face à des adversaires comme le RDR d'Alassane Ouattara, aujourd'hui devenu RHDP. Donc la présidentielle de 2025 est cruciale pour son avenir. Donc on est dans un contexte où, depuis son élection en 2023, Tidiane Thiam incarne donc une volonté de modernisation. Il a su apporter une vision technocratique et internationale au PDCI. Cependant, ses détracteurs, dont Jean-Louis Billon, lui reprochent d'être déconnecté d'un certain nombre de réalités au niveau local. Il lui est reproché de ne pas avoir scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire, par exemple, l'empêchant de fait de pouvoir parler d'éducation dans le pays. Également reproché de ne pas nécessairement payer ses impôts. Donc difficile pour lui également de pouvoir parler de fiscalité selon ses détracteurs. En face, Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et industriel, se positionne donc de facto comme étant le candidat de proximité avec l'expérience au niveau local, refusant de s'aligner sur Thiam.
il s'est donc d'ores et déjà déclaré candidat à la présidentielle bien avant la convention du parti. Il a également été emmené ce 12 décembre à critiquer la direction actuelle qu'il accuse d'être déconnectée des bases du parti. Alors en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette rivalité apparente reflète en soi des tensions historiques qu'ont toujours miné un petit peu le PDCI. Donc depuis Houphouët-Boigny, le parti a toujours oscillé entre approche technocratique et mobilisation de terrain, Thiam incarnant cette fois-ci une stratégie davantage tournée vers l'international, tandis que Bion se concentre plus sur les enjeux locaux. Aussi, les élites traditionnelles ont longtemps dominé le parti, mais les militants réclament de plus en plus une nouvelle génération capable de répondre aux enjeux actuels. Alors, les critiques ouvertes de Bion risquent donc d'aggraver ces divisions internes. Le Conseil de discipline devra donc arbitrer sur cette situation plus que délicate dans les jours/semaines à venir. La convention pour désigner le candidat du PDCI qui aura également lieu dans quelques semaines sera donc un moment clé. On aura donc Thiam qui devra prouver sa capacité à unir un parti fragmenté, peu importe le résultat, et en face un Bion qui, s'il persiste à agir en dehors des cadres officiels du parti, pourra donc affaiblir le PDCI en se présentant donc comme candidat potentiellement indépendant dans le cas de figure où il perdrait. Donc pour conclure, la présidentielle de 2025 est donc une chance pour le parti de reconquérir sa position historique, mais pour cela, le parti devra surmonter ses divisions internes et articuler une vision claire et inclusive. Entre Thiam et Bion, la question dépasse donc celle des ambitions personnelles. La question principale qui se pose est celle de pouvoir savoir si le parti autrefois hégémonique sous Houphouët-Boigny pourra perdurer et potentiellement gagner les élections, ou continuera-t-il à jouer un rôle d'arbitre dans le paysage politique ivoirien. Est-ce que le PDCI RDA va imploser deux personnes présidentiables qui sont à la tête de ces problématiques-là aujourd'hui, à savoir qui va représenter ce parti-là aux élections présidentielles, donc octobre 2025, face à qui aussi? Bonne question. Alors on en parle dans un instant. D'abord, je vais lire un commentaire d'un téléspectateur. C'est vrai que j'ai un faible pour Thiam, mais M. Bion a totalement raison. Vous en pensez quoi sur les arguments donnés par M. Bion concernant Thiam, à savoir que c'est quelqu'un qui a fait 23 ans de sa vie à l'extérieur et donc il ne connaît pas les réalités des Ivoiriens? Alors, je pense que c'est effectivement un argument qu'on peut entendre parce que c'est un fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contester le fait que Thiam a été loin de la Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Mais le problème aussi, c'est que Thiam, il a les avantages de ses inconvénients. Parce que même s'il a été loin du pays assez longtemps, n'oublions pas que c'est pas comme s'il était expulsé totalement. Il a eu un parcours professionnel qui est reconnu mondialement. Il a une stature internationale qui est reconnue par tous. Et aussi, il a le profil d'un certain Alassane Ouattara, finalement. Et donc, je pense que c'est un contre-exemple, d'ailleurs, parce que je ne pense pas que quand le président Houphouët-Boigny appelait Alassane Ouattara comme Premier ministre, il était aussi un homme de terrain comme Bion s'est targue d'être en ce moment-là. Donc, il y a un contre-exemple ivoirien qui plaide à la faveur finalement de Thiam et qui contredit cet argument qui est donné par Jean-Louis Bion. L'autre argument aussi, c'est qu'il conteste le fait qu'étant président, Thiam étant président du PDCI, soit les candidats naturels. Sur ce point-là, dans le fond, il n'a pas tort, parce qu'en réalité, selon le texte du parti, il faut une convention pour désigner le candidat. Oui, sauf qu'il y avait un article quand même qui a été... Oui, c'est un article qui a été ajouté parce qu'il ne faisait pas partie... le président du PDCI doit être celui qui doit... Oui, mais... Sauf que ça, pour lui, ça ne faisait pas partie de l'ordre du jour. Et ça, sur ce point-là, il a raison. Mais sauf que quand on se place encore une fois dans les contextes, quelqu'un qui a été plébiscité, parce que 96% c'est un plébiscite, je ne pense pas qu'il soit assez illégitime d'être candidat au fond. Donc je pense qu'à ce niveau-là, et ce qu'il envisage aussi la convention à l'américaine, la primaire à l'américaine finalement, je ne pense pas qu'on puisse comparer le PDCI. C'est un grand parti, on reconnaît tout ça, mais je pense qu'une primaire risque d'aboutir à plus de fissures. À plus de fissures dans le parti PDCI, donc RDA. Alors, j'insiste, hein, c'est beau, c'est bien ce que vous dites, mais néanmoins, les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens sont d'accord avec Bion. Je répète, hein, c'est vrai, j'ai un faible pour Thiam, mais néanmoins, Bion a raison, c'est-à-dire qu'il est proche des réalités, il semble être proche du peuple, et ça, c'est un atout quand même considérable. Pour vous,
je vous vois hocher la tête, Babadem. Oui, Thiam a une stature internationale. Thiam fait briller la Côte d'Ivoire. Thiam est brillantissime, très bien. Mais qu'en a-t-il à faire le villageois ou celui qui travaille la terre dans un village de Côte d'Ivoire qui, lui, veut quelqu'un proche de ses réalités? Non, en fait, le fait de dire qu'il est à l'extérieur depuis 23 ans, ça aurait été un avantage à Bion s'il avait fait les choses également. Donc, et notamment, il aurait été élu même, il aurait été président naturel du PDCI. On peut aussi lui reprocher le fait que lui, il vient d'arriver au PDCI. Il est là. Thiam, effectivement. Non, pas Thiam, hein. Bion, 2017, 2019. Thiam, il est là-bas depuis 1998 ou non, 95, exactement en 95. Il a été ministre du Plan en 93 également. Non, 97, il est reparti en 98. Et puis, il vient d'une famille qui avait construit le PDCI. Oui, donc, on peut lui mettre ça. En fait, la posture en disant ça, c'est un peu dangereux. C'est un peu comme dire à la CAN, non, on n'a pas besoin de footballeurs venant de l'extérieur parce qu'ils ne connaissent pas le public ivoirien, donc c'est dangereux. Non. Je pense que les Ivoiriens ont besoin de personnes qui font avancer et qui peuvent faire avancer le pays, qui ont des connaissances. Il a la vision nécessaire, il a les moyens nécessaires pour pouvoir donner un et pour juste donner l'exemple, quand il a été plébiscité à 96%, c'est pas 51% ou 52%, on a entendu le représentant de la jeunesse qui disait, au moins, lui, il est reconnu et c'est un modèle, donc on l'admire. Il pourra, et autre chose, c'est une personne authentique et il pourra régler nos problèmes au niveau et local et international. Donc, une vérité, autre commentaire, toute une vérité confier notre destinée à quelqu'un qui ne sait rien de notre vécu et de notre traversée du désert, vraiment pas sérieux. On ne gère pas un pays par procuration. Vraiment, je vous donne la parole. Effectivement, donc on se demandait un peu plus tôt s'il avait la vision et la capacité pour diriger le pays. Et surtout, l'approbation du peuple. Et l'approbation du peuple, accessoirement. Donc, je pense que lui-même a déjà donné un certain nombre d'éléments de réponse déjà cette semaine en disant que ce n'était pas nécessairement une course au présentéisme, on n'est pas à l'école, c'est le résultat qui compte. Je pense que sur cette terre, même au-delà de la Côte d'Ivoire, très peu de personnes peuvent se prévaloir d'avoir géré autant d'actifs. On parle de 1600 milliards d'actifs qu'il gérait au moment où il était à la tête du Crédit Suisse, qui s'en est très bien sorti. Donc rien que ça, c'est déjà une preuve palpable pour lui en termes de gestion même d'un mais pour le coup, il semble être un bon technocrate, c'est-à-dire que... Effectivement, donc, il a le côté technocrate qui pourrait faire peur aux Ivoiriens. Un contender de la Samantha, mais à côté de ça, pour également parler de son bagage même au niveau local, il est quand même une famille qui est plus que présente au niveau local. Il a lui-même été emmené à exercer un certain nombre de fonctions en Côte d'Ivoire, même si ça remonte à quand même assez longtemps, mais il a quand même été ministre. D'ailleurs, il se prévaut également d'être à la base d'un petit peu de la stratégie qu'Alassane Ouattara lui-même applique aujourd'hui. Oui, qu'il appelle les 12 travaux. Effectivement, donc il est derrière tout ça. Il a l'avantage d'être connu au niveau international, donc en termes de mobilisation des ressources pour continuer le développement en Côte d'Ivoire. Il coche une croix. À côté de ça, il a aussi un bagage familial qui fait que d'un point de vue local, il est quand même ancré, peu importe ce que M. Bion dit. En tout cas, il n'a pas peur, il le dit et il insiste dessus. Il tape même du poing en disant que peu importe, vous pouvez venir, les adversaires, toutes les personnes qui souhaitent se présenter donc, à l'investiture, eh bien qu'ils y aillent. Moi, je n'ai pas peur, je gagnerai, je vous battrai. Il le dit fièrement. Donc il a autant confiance en lui et en éventuellement ses futurs votants. Il a d'autant plus confiance en lui qu'il a été encore une fois plébiscité il y a juste un an avec 85%. Mais il n'y avait pas ces problématiques-là, il n'y avait pas Bion qui était sorti, il n'y avait pas les arguments qui ont été posés sur la table. Je ne pense pas que ces différentes sorties des Bion peuvent changer l'opinion au sein du PDCI en réalité. Je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose. Et autre chose qu'on peut ajouter aussi, c'est que certes, les ambitions de Bion sont légitimes. Lorsqu'on est un homme politique, aspirer à diriger son pays, c'est pas un problème. Mais sauf que, de l'autre côté, Thiam aussi, il peut se targuer en disant, bon, j'avais un parcours exceptionnel, je fais un parcours exceptionnel à l'étranger, j'aurais pu rester dans ce confort-là, avec tous les prestige que j'avais, tout ça, mais j'ai choisi de revenir dans mon pays pour servir. Ça, c'est un argument. Autant on peut lui reprocher de s'absenter, autant on peut se dire que bon, j'aurais pu rester dans mon confort à l'Occident et puis ne plus revenir. Donc le fait de revenir aussi,
ça peut être vu, je pense, par une partie de l'opinion publique ivoirienne comme un acte de patriotisme de quelqu'un qui pense désormais à son pays, ce qu'il a fait à l'étranger, de pouvoir faire pour son propre pays. Effectivement, c'est un argument. Alors, autre commentaire d'un téléspectateur, Jean-Louis Billon, tu es présidentiable. C'est vrai, mais le problème, c'est la candidature de Ado, donc du président Alassane Ouattara, à l'horizon, qui contraint la classe politique de choisir Thiam parce que seul lui a actuellement le profil pour battre Ado. Chez nous, on dit l'eau qu'on a besoin pour éteindre le feu n'est pas forcément l'eau potable. Éteignez le feu d'abord. Vous en pensez quoi? Effectivement, c'est une information importante à savoir si monsieur le président Alassane Ouattara se présentait, on attend toujours l'annonce, eh bien, on considère que Thiam, en tout cas, le monsieur-là, considère que Thiam serait le seul à pouvoir battre Ouattara. Oui, mais après, pour moi, la position de Billon, pour moi, il ne tire même pas une balle contre le PDCI. Au contraire, il est en train d'avantager et la candidature de Tidjane Thiam et le PDCI en mettant la lumière sur le PDCI. Et c'est lui, au contraire, qui est en train de complètement soit, d'après ce qu'on dit, soit il est en... Après, pour le coup, pour répondre vraiment à la question, est-ce que vous considérez que Thiam est le seul dans le PDCI à pouvoir battre donc Ouattara? Je pense que cela est incontestable en réalité, parce que je ne pense pas qu'au sein de la classe politique ivoirienne... C'est le seul à avoir la stature? Oui, clairement. Je ne pense pas qu'au sein de la classe politique ivoirienne, on a beaucoup de gens qui ont la stature de Tidjane Thiam à l'international, tout ça, effectivement. Et la grande inconnue dans tout cela, c'est qu'on ne sait pas encore qui sera candidat du RHDP, donc du parti au pouvoir. Si jamais c'était Alassane Ouattara, je pense que le PDCI n'aura pas d'autre choix que de désigner Thiam comme président, parce que c'est le seul, encore une fois, qui peut faire face à lui. Pour le coup, ils ont à peu près le même profil, comme vous le disiez plus tôt, mais est-ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas autre chose? Donc, même pour répondre à la question juste avant, je pense que les choses sont quand même un peu plus complexes que ça. Faut quand même avouer que, effectivement, Jean-Louis Billon a quand même un certain bagage pour lui, que ce soit politique ou bien même économique. Il reste très influent dans le nord et le centre-ouest du pays, où le PDCI lutte pour regagner le terrain face au parti de Ouattara. Donc tout ça, c'est des éléments stratégiques qui ne vont pas nécessairement rendre la tâche la plus facile pour Tidjane Thiam. Mais après, c'est vrai que si on compare profil avec profil, il ressemble à un Ouattara avec 30 ans de moins, donc qui peut potentiellement faire de lui un contender plutôt solide face mais en même au temps, candidat ceux qui du veulent le RHDP. changement ne veulent pas peut-être revoir un deuxième Alassane Ouattara à la tête du pays. C'est ça aussi la question. Donc l'équation, le grand mystère dans l'équation, c'est si Ouattara va pouvoir se présenter ou s'il ne se présente pas, qui sera en face de lui. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment jauger si Tidjane Thiam est le candidat potentiellement le plus solide en face. Baba, je vais vous redonner la parole. Vous allez commencer à parler d'éventuels complots. C'est vrai que c'est dit et redit. Les gens se disent tiens, peut-être que, comment il s'appelle, Monsieur Billon est un envoyé, est un employé d'une certaine ou de certaines personnes pour éventuellement déstabiliser la candidature de Thiam. Est-ce que c'est un scénario possible selon vous? Pour moi, c'est possible parce qu'on ne comprend pas. Il aurait pu attendre lors des primaires pour attaquer Tidjane Thiam, mais c'est la manière dont il l'attaque avec les invectives qui vont avec. J'ai l'impression qu'il veut faire du bad buzz à la Trump en disant plus je le salis, mieux je serai là-dessus. Donc, pour moi, le PDCI a intérêt à se séparer de Jean-Louis Billon. En tout cas, il est convoqué à une commission de discipline. Il va y aller, il l'a dit. Et après, lui-même, la manière dont il répond pour cette commission... Et il le dit, quoi qu'il en soit, Thiam le dit aussi, présentez-vous, il n'y a aucun problème, la convention va avoir lieu. Si Thiam remporte donc cette investiture, Billon l'a dit, il laissera Thiam y aller tant que c'est transparent. Donc toute la question, c'est à partir de quand c'est transparent? Est-ce que c'est lorsqu'il gagne que c'est transparent? Parce que c'est aussi ça, c'est un peu subjectif ce mot transparent. Et par rapport à la commission de discipline, il a réagi, il dit que auparavant, il y avait eu des candidats face à Bédié qui étaient encore vivants, mais ces personnes n'ont jamais été traduites devant le conseil de discipline. Donc il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi lui il serait traduit. Et au fond, je pense qu'il n'a pas totalement tort à ce niveau-là, parce qu'en réalité, il se déclare candidat. Mais il n'a pas dit qu'il était le candidat du PDCI. En fait, il n'a pas. Donc, en soi, la déclaration en elle-même, je pense pas que ça soit. Et quoi qu'il en soit, c'est même pas un problème pour le président du PDCI. Thiam l'a dit, peu importe, venez si vous souhaitez concourir, allons-y. Je vous laisse la parole. Effectivement, et je pense que dans ce genre de cas de figure, il faut toujours se poser la question de savoir à qui profite le crime.
Donc, d'un côté, on a un PDCI qui semble être en voie d'implosion. Je ne l'espère pas pour les militants du parti, mais bon, on semble tout droit vers ça. En face, d'autres contenders comme Laurent Gbagbo qui est face à son ex-épouse. Donc, selon moi et selon ma lecture, pour le moment, c'est le RHDP qui semble quand même renforcé à travers ces différentes batailles. Reste à savoir, encore une fois, qui ils vont placer de leur côté. D'accord. Je vais quand même terminer avec un message d'un téléspectateur. Il s'appelle Kwaku Kwam. Je suis fier d'être un militant du PDCI RDA, un parti de leaders incontestable et incontesté. Bravo à Jean-Louis Billon, bravo à Thiam. Le débat est ouvert. Il nous faut s'entendre à la fin. C'est tout ce qu'on veut. Sinon, vous êtes tous deux présidentiables. On est d'accord? Sont-ils tous les deux présidentiables? Oui. Je suppose que vous l'avez dit tout à l'heure. Par contre, effectivement, on l'a dit et on l'a redit, ça peut avoir un impact négatif sur le PDCI RDA, qui est quand même un grand parti historique de la Côte d'Ivoire. Et en face d'eux, ils ont le RHDP avec peut-être Alassane Ouattara à la tête. Donc, c'est peut-être malvenu aujourd'hui, ces scissions-là. Oui, je pense qu'il y a un principe en politique sur lequel on est unanime, c'est qu'à chaque fois que l'opposition est divisée, ça fait l'affaire du parti au pouvoir. Ça, c'est une réalité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que les grands gagnants, jusqu'ici, c'est peut-être le RHDP, parce qu'au final, si l'opposition n'arrive pas à... Parce que là, on parle du PDCI, mais n'oublions pas, dans la gauche ivoirienne aussi, FPI, PPACI, tout ça, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une candidature qui rassemble un peu tout le monde. Et donc, sur ce plan-là, oui, je pense que ça fait plus l'affaire du parti au pouvoir. Donc, comme on dit et comme on aime dire ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses États, qui vivra verra, on verra qui sera investi donc, pour aller à la course à la plus haute magistrature, à savoir la présidence de la Côte d'Ivoire. Bonne question. Allez, on continue avec le troisième sujet. Air France souhaite revenir dans les pays de l'AES. Bonne question. Va-t-il trouver un accord avec ces autorités-là? Allez, on regarde une vidéo et puis on revient. Les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Air France, la compagnie aérienne nationale française, veut faire son retour dans les pays de l'AES. Je ne sais pas si vous le savez, mais Burkina, Mali, Niger ont dit non, stop à la compagnie aérienne. Ou du moins, Air France avait décidé, au moment où il y a eu des coups d'État dans ces pays-là, d'arrêter de desservir purement et simplement ces destinations-là. Par la suite, les autorités de ces pays-là ont décidé en retour d'interdire Air France, même si Air France décidait de changer d'avis pour revenir sur leur sol. Dans une récente interview faite à Jeune Afrique, la directrice générale d'Air France annonce clairement que pour eux, il faut absolument revenir dans ces pays. Et d'ailleurs, le Mali particulièrement représenterait une grosse perte pour la compagnie. On en parle dans cette vidéo. Faut-il ou pas accepter le retour d'Air France dans l'AES? De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, je vous donne la parole à vous, Cyril. Plantez-nous le décor, on veut savoir. Effectivement, merci Aïssa. Du coup, concernant le contexte, il se trouve qu'après des mois d'interruption, Air France a donc annoncé son souhait de reprendre des vols au-dessus de l'AES. Donc Air France, bien qu'ayant quand même un actionnariat beaucoup plus large, reste quand même un outil de soft power français, symbolisant de fait l'influence de la France à l'international. Donc cette décision apparemment commerciale emmène donc à se demander s'il ne s'agirait pas d'un signal un peu plus politique, annonçant le début d'une normalisation diplomatique entre la France et une région qui s'est largement éloignée de l'influence hexagonale. Du coup, cette interruption, encore une fois, d'Air France est intervenue au moment de la création de l'AES et résultait, selon les dires d'Air France à l'époque, d'un contexte plutôt explosif, alliant à la fois une instabilité donc sécuritaire avec des tensions diplomatiques palpables entre la France et certains États. Donc cette suspension symbolisait donc un gel des échanges à la fois économiques et diplomatiques. Alors, cette récente déclaration de la directrice générale d'Air France suggère donc une amélioration des conditions locales si on s'en tient au raisonnement qui avait initialement été avancé, avec une sécurité qui peut être perçue comme améliorée et un geste diplomatique implicite qui peut être interprété comme un signe d'ouverture et de dialogue avec les autorités de l'AES. Cette reprise pourrait marquer une étape vers l'apaisement des relations entre la France et l'AES. Pour la France, ce serait l'occasion de reconstruire des liens avec une région clé. Et pour l'AES, ça pourrait refléter donc une opportunité de sortir d'un isolement économique et diplomatique tout en affirmant son autonomie dans les négociations. Alors, une potentielle reprise des vols pourrait donc avoir une multiplication
d'effets bénéfiques, à savoir d'un point de vue de la facilitation des échanges commerciaux, mais également pour les investisseurs et les observateurs internationaux, comme étant un symbole de stabilisation, comme je l'ai dit un peu plus haut. Alors, cette initiative pourrait donc s'inscrire dans une logique plus large que le simplement commercial. La grande question, et ce serait mon propos de conclusion, serait que la reprise, ce souhait de la reprise des vols d'Air France au-dessus de l'AES reste quand même conditionné par l'évolution des rapports de force et des perceptions mutuelles pour la France comme pour l'AES. L'enjeu est désormais de transformer cet acte en fondement d'une relation plus équilibrée et respectueuse des aspirations locales. Merci Cyril. Alors je vais lire un commentaire d'un téléspectateur. Air France a décidé seul d'arrêter de desservir les pays de l'AES. Donc maintenant, il n'y a plus de place pour Air France. Moi, je reprends et je revois le ministre Diop, donc le ministre des Affaires étrangères, qui disait, eh bien, ils vont devoir faire le rang. Oui, maintenant, vous allez devoir, Air France va devoir redemander donc une autorisation, comme tout le monde. Ils font la queue. Et c'est très bien imagé parce que c'est un peu le cas aujourd'hui. Air France revient et se dit, bah tiens, alors vous en pensez quoi? Comment ça va se passer? Est-ce qu'une réconciliation est-elle possible? Je pense que Air France a commis une faute politique, professionnelle en réalité. Parce que quand on voit les raisons qui ont été évoquées pour suspendre les vols vers le pays de l'AES, c'est-à-dire à savoir les raisons sécuritaires, tout ça, on se pose la question de la véracité de ces raisons-là. Parce que, n'oublions pas, c'était intervenu quelques jours après le coup d'État au Niger. Et donc finalement, je crois qu'ils se sont immiscés dans des affaires intérieures de pays de l'AES, ce qui a eu comme conséquence justement la suspension. Et quand ils ont suspendu, ils ont voulu revenir, mais non, je dis, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas un champ libre, un marché hebdomadaire où on vient, on parle comme on veut, quoi. Donc finalement, je pense que... Et Air France avait peut-être aussi compté sur la grogne populaire que cette décision soulèverait, notamment au sein des différentes diasporas. C'est-à-dire que, bon, les opinions publiques se plaignent, tout ça. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les gens se sont redirigés vers des opinions parce qu'on est face à un truc commercial en réalité. Si vous ne le faites pas, il y a d'autres personnes qui le font. Donc c'est aussi ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'une réconciliation est-elle possible? Pourquoi pas? Mais à quelles conditions? À quelles conditions? C'est une bonne question. Merci beaucoup, Brahima Sidibé. Donc vous l'avez dit, Air France, c'est d'abord une société commerciale qui a pour objectif de faire des profits et d'être rentable en principe. Donc là, elle a glissé sur le terrain diplomatique en prenant position clairement et c'est une grosse erreur qui a été effectuée et tout le monde est d'accord et je pense que même la direction le sait, c'est une grosse erreur, pensant qu'elle contrôlait encore donc ces États africains, à savoir oui, le peuple va grogner, je vais revenir, je reviens quand je veux, ils ont besoin de nous, les autorités aiment bien Air France, c'est beau de voyager avec Air France, mais ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, au Mali, dans les pays de l'AES, il y a des entreprises françaises, comme Orange par exemple, qui fonctionnent tous les jours, qui ont continué depuis des années à travailler, mais ne se sont pas mêlés de l'aspect politique. Et c'est la grosse erreur d'Air France. Absolument. Et au-delà de ça aussi, on peut mettre la réalité économique. Air France a perdu 65 millions d'euros de revenus depuis la fermeture des aéroports, en tout cas la fermeture de leur vol, 65 millions d'euros. Et si on voit bien, elle insiste sur le fait que le marché, que ce soit au Mali ou Burkina, c'est un marché important pour Air France. Et c'est elle-même qui, à travers une interview, c'est elle-même qui prend les devants en disant que nous n'avons jamais lâché ces destinations. Et ainsi, elle met aussi en avant donc, le low cost avec Transavia, mais ils demandent, et c'est ça qui est bien, ils disent avec l'autorisation des autorités locales. Donc c'est une façon de dire... Ils sont entrés dans les rangs. Voilà, ils sont entrés dans les rangs. Ils font un peu plus attention Absolument. à tous les mots qu'ils disent. Mais effectivement, c'est très important. Il y a des possibilités, on l'a dit. Et ce qui est important là, c'est qu'il faut que ces pays-là, et je pense qu'ils vont le saisir, ils le savent très bien, ils vont saisir donc cette opportunité de revenir, de faire revenir donc éventuellement Air France, mais à des conditions. Et ça, c'est important. Ce sont les conditions. Quelles conditions vont être imposées par ces autorités, par les autorités de l'AES? Parce qu'aujourd'hui, les Africains le disent, ils payent trop cher leurs billets d'avion, le service n'est pas bon, on souhaite des fauteuils plus confortables, etc., etc. Non, mais c'est vrai, à partir du moment qu'on a le pouvoir, eh bien, on impose.
Effectivement, et je pense que c'est un très bon point, parce que dans toute cette discussion, il y a vraiment cette notion implicite de diplomatie silencieuse qui se joue. Comme vient de noter que pour un certain nombre d'accords aéronautiques, ça implique souvent des discussions politiques en coulisses. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste que derrière Air France, il y a potentiellement aussi une volonté, sinon une première étape vers une réconciliation potentielle ou de début de discussion potentielle entre la France et les États de l'AES. Dans tous les cas, je trouve que, et le constat est plutôt clair, d'un point de vue commercial, c'était une erreur pour Air France. C'est une des régions les plus lucratives d'un point de vue monétaire pour la compagnie. Et il se trouve que l'AES est donc dans une position de force. À partir du moment où le directeur général ou la directrice générale fait une annonce ou émet une intention de vouloir revenir dans les ciels, elle va devoir se conformer maintenant aux conditions imposées par l'AES. Reste à voir les conditions qui seront donc avancées par ces différents pays. Effectivement, et puis ils reviendront d'une manière ou d'une autre. On constate qu'il y a déjà des pourparlers avec des autres compagnies aériennes. On a vu Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal éventuellement. Donc quoi qu'il en soit, ils veulent revenir poser leurs pieds sur le tarmac malien, nigérien et burkinabé. Ils le souhaitent à tout prix au point de presque quémander. C'est triste à dire, comme une grande entreprise comme Air France. C'est un mot fort. C'est un peu ça, oui. C'est un peu fort, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous en pensez quoi? Oui, alors je pense qu'il y a quand même une fenêtre d'opportunité qui a été offerte finalement au pays de l'AES de pouvoir négocier à des conditions beaucoup plus favorables finalement aux passagers. Parce qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que déjà les prix sont élevés effectivement, comparé à d'autres destinations. Les conforts, c'est pas le même. Donc maintenant qu'ils veulent revenir, il n'y a pas de souci, parce que pour moi, le principe des revenus n'est pas mauvais en soi en fait. C'est pas, en réalité, les gens ne veulent pas se débarrasser définitivement de Air France, mais il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont commis une faute professionnelle, qu'il faut désormais y penser. Et deuxièmement, que ces retours se fassent à des conditions beaucoup plus abordables pour les populations qui voyagent dans cet espace-là. Mais quoi qu'il en soit, si elle prend la parole, donc la présidente de Air France, elle l'admet. Elle l'admet, elle ne le cache pas, elle le sait, et elle le dit ouvertement, on souhaite revenir, etc. Donc elle est claire sur sa position, à savoir, on a fait une erreur, malheureusement, et maintenant on souhaite revenir. Effectivement, donc du coup, je pense qu'il y a un premier pas qui a déjà été fait, et je pense qu'en face, c'est très important de sortir un petit peu de la logique émotionnelle. Il y a déjà une forme... Mais pour le coup, il y a un petit message émotionnel éventuellement. Ces plaisantins ont cru que les États de l'AES allaient les supplier de revenir. Continuez, vive l'AES. Effectivement, en parlant d'émotions, je pense qu'il faut vraiment sortir de toutes ces émotions et voir au final dans quelle mesure cette intention peut être bénéfique pour ces États de l'AES. Un peu plus de compétition peut certainement pas faire de mal. Ça permettrait de réouvrir un corridor en termes d'échanges commerciaux, que ce soit pour l'agriculture, les mines ou les ressources naturelles, et même pour le tourisme. On sait qu'il y a quand même certains pays qui, avant cette sortie, dépendaient aussi quand même pas mal du tourisme. Je pense que le Mali, c'est près de 10% du PIB qui est donc représenté à travers le tourisme. Donc voilà, c'est une opportunité de plus. Encore une fois, c'est à ces États de l'AES donc de pouvoir renégocier en sachant qu'ils sont en position de force. Et pour terminer, moi, je vais reprendre juste les propos, encore une fois, du ministre Diop, comme a pu aussi du ministre Maïga, qui le disent. Les pays de l'AES, le Mali, sont prêts à travailler avec tout le monde, à partir du moment que tout le monde est gagnant dans l'histoire, et même si c'est le diable, peu importe, on est prêt, le Mali, ces pays-là sont prêts à travailler avec toutes les personnes qui sont désireuses de travailler dans une bonne ambiance, entre guillemets, et dans des bons rapports avec ces pays. Voilà, je pense qu'on est d'accord sur ces points-là. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. N'hésitez pas à aller commenter sur nos réseaux sociaux. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure L'Afrique dans tous ses états, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on y répond, et surtout on vous fait venir sur le plateau, comme Brahima Sidibé, qu'on peut remercier de sa présence et pour ses éclaircissements. Merci beaucoup Brahima Sidibé. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Baba, ainsi que Cyril. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Commentez, c'est votre émission. Bye bye.